Salut tout le monde. Du coup, on se retrouve pour la dernière vidéo des modules avec Néphro cette fois-ci. Elle est un peu plus courte parce que moins de temps entre les examens, évidemment. Ici, pareil, je vais faire que de la biophie et c'est un truc un peu récap condensé. On commence par le glomérule et ce qui régule un peu les artérioles afférentes, efférentes et la contraction des cellules mésangiales. Donc pour commencer, au niveau des artérioles afférentes, on a les cellules juxtaglomérulaires qui sécrètent de la rénine et il y a des substances qui vont plus stimuler la sécrétion, qui sont la prostaglandine E2 et l'hypotension, et celles qui vont inhiber, ça va être l'ANF. La PGE2, ça peut être sécrété par les cellules de la macula densa ou stimulé aussi par l'angiotensine 2. Ensuite, ce qui va induire une vasoconstriction de l'afférente, on aura le système orthosympathique et l'angiotensine 2 dont on vient juste de parler avec le système RAA. Et ici, on a une régulation, une autorégulation du coup, soit myogénique par simplement distension de la paroi et contraction des muscles lisses, ou alors par sécrétion d'adénosine par la macula densa en cas de surconcentration, on va dire, de NaCl dans le tube contourné distal. Puis, ce qui va dilater l'afférente, ça va être l'ANF aussi pour augmenter le débit de filtration, pour diminuer la volémie. Et maintenant, donc, ce qui est les contractions des cellules mésangiales, ce qui stimule, donc on a l'angiotensine 2 encore, la DH et la noradrénaline, et ce qui inhibe ANF, PGE2 et dopamine. Une relaxation des cellules mésangiales, ça va induire du coup une augmentation du débit de filtration glomérulaire par augmentation de la surface de filtration et donc augmentation du KF dans l'équation, et inversement pour la contraction. Donc PGE2 c'est stimulé, comme je disais, par l'angiotensine 2 pour avoir quand même une filtration glomérulaire minimale, même en cas d'hypotension. Et ensuite on a ce qui va, stimuler la vasoconstriction de l'efférente cette fois-ci, donc l'angiotensine 2 et l'ANF. Et comme on a vu en biophie, c'est plus marqué au niveau de l'efférente pour l'angiotensine 2 qu'au niveau de l'afférente. Ok, donc maintenant on est parti sur le gros schéma récap. On va voir les différentes cellules au niveau des différentes parties du néphron. Donc on va commencer avec le tube contourné proximal. Donc la bordure en brosse, elle est toujours au niveau de l'urine et celle qui est normale au niveau du plasma pour le tube contourné proximal. On commence avec l'antipore NaH+, enfin Na+H+. Le H+, donc, va aller dans l'urine et va se lier avec le HCO3- et qui, via l'anhydrase carbonique, va former du H2CO3 et qui va ensuite se dissocier en molécules d'eau plus le CO2. Ce CO2 va diffuser librement dans la cellule du néphron et va se retransformer via l'anhydrase carbonique en HCO3- et H+. Le HCO3- va ressortir au niveau basolatéral avec du Na+, et le H+, va ressortir avec l'antipore Na+H+. Maintenant, donc c'est toujours au même niveau, c'est juste je fais une autre cellule pour avoir un peu plus de place. Donc on a aussi un sympore acide aminé ou glucose Na. Et ce Na, donc il y aura souvent des NA4 et PAs au niveau basolatéral. Donc ce sympore, il va créer un potentiel transépithélial à lumière négative puisqu'il va faire rentrer une charge positive sans compensation. Et ce PTLN, il va permettre la réabsorption de Cl- en paracellulaire qui va se lier au Na qui a au préalable été absorbé. Et ça va faire un mouvement d'eau en plus. Ce qui fait que le mouvement du Cl- plus le mouvement de l'eau, on va avoir un potentiel transépithélial à lumière positive cette fois-ci, qui va permettre de réabsorber les cations, comme le magnésium, le potassium, le sodium, le calcium. Et pour ce qui est du magnésium et du calcium, ils doivent se lier à la paracéline pour être réabsorbés en paracellulaire. Voilà. Ensuite, donc, pareil, dans les cellules au même niveau, on a donc de la glutamine qui va permettre de produire du NH4+, ou du NH3. Le NH4+, va devoir passer par un antipore avec le Na+, et le NH3 peut diffuser librement dans la membrane pour ensuite aller se lier à un H+, dans l'urine et former du NH4+. Maintenant, on va voir ce qui est excrétion des médicaments ou hormones, que ce soit des anions organiques ou cations organiques. Donc les anions organiques, c'est A au moins puisqu'ils sont négatifs. Et en fait, ça va être pour l'entrée dans la cellule, vu que c'est plus négatif à l'intérieur, qu'il va falloir un transporteur actif.
Et par contre, pour sortir, ce sera libre. Donc l'antipore se fait avec l'alpha-cétoglutarate, c'est pas très important, et c'est l'OAT1. Ensuite, pour les cations organiques, là c'est pas actif, hein, ce transporteur-là, c'est OCT1, mais c'est juste pour faciliter le transport, on va dire. Par contre, c'est au niveau de la membrane concomitante avec l'urine qu'on va avoir besoin d'un transport actif ou tertiairement actif, je sais pas si ça se dit, en réabsorbant du H+, ou alors simplement avec de l'ATP. Et avec l'ATP, ça s'appelle le MDR1. Donc pour ce qui est du H+, c'est tertiairement actif parce qu'il va dépendre de la NAK-ATPase dans un premier temps. Et en fait, cette NAK-ATPase, elle permet l'antipore de NaH+, et c'est ce gradient de H+, qui va permettre de faire fonctionner le transport tertiairement actif. Et il y en a un autre qui est actif de niveau 3, c'est le transport des dipeptides. Et ensuite, on va passer au niveau des anses de Henle. Donc au niveau de la anse grêle descendante, on sait qu'on est perméable à l'eau avec beaucoup d'aquaporines qui sont présentes. On réabsorbe dans le tissu interstitiel du NH3. Et on va aussi avoir un retour d'urée, mais ça on en reparlera à la fin. Cette réabsorption d'eau et ce retour de NH3 dans le milieu interstitiel, il va induire donc déjà l'absorption d'eau, une alcalinisation, puisque le HCO3- est toujours présent dans l'urine. Si on enlève de l'eau, le HCO3- il reste, donc alcalinisation. Et ensuite, la sortie de NH3 dans le milieu interstitiel va permettre aussi une sorte de gradient qui va être utile, on le verra à la fin du tube collecteur. Ensuite, quand on passe dans la partie grêle ascendante, on va avoir une réabsorption passive de NaCl puisque le gradient est très fort. Ici, j'ai pris l'exemple d'un néphron juxtamédulaire et du coup, on a un gradient de 1200 au niveau du bas du néphron, on va dire. Et ce qui est énorme, ce qui est dû à 600 d'urée et 300 de NaCl, mais comme ça se divise en deux, ça fait 600 aussi, donc 1200. Et ce gradient-là est très fort en bas, ce qui permet la diffusion passive de NaCl. Ensuite, ça va être actif par contre au niveau de la anse ascendante épaisse de Henle, donc dont on voit la constitution de la cellule. Donc on a souvent un antipore H+, Na+, et puis on va retrouver un transporteur assez complexe, on va dire, avec du Na, 2 molécules de Cl- et du K+. Donc ce K+, il va être rétrocédé directement dans l'urine, et ça va créer un potentiel transépithélial à lumière positive, puisque au début, si tout le monde restait dans la cellule, c'était ok, mais comme lui rétrograde dans l'urine, du coup on a une charge positive en plus dans l'urine, c'est ce qui crée le potentiel. Et ce potentiel, comme au niveau du tube contourné proximal, va permettre la réabsorption de K+, de Na+, de magnésium et de calcium. Donc ce qui permet le potentiel transépithélial à lumière positive, comme je disais, il y a la rétrogradation du potassium, mais on a aussi le fait que du Cl- puisse sortir de la cellule et constitue aussi ce potentiel. On a toujours une NAK-ATPase au niveau basolatéral et on a fini pour la cellule. Maintenant, on passe au tube contourné distal avec simplement des cotransports de Na et Cl. Et ensuite, on a un transporteur de calcium qui va être stimulé par la parathormone. Une autre cellule du tube contourné distal maintenant, qu'on peut appeler cellule principale, elle va avoir des actions assez importantes vu qu'elle va permettre l'expression de canaux NAC à la membrane au niveau de l'urine, donc l'urine est en bas ici, et aussi l'expression de RONK, puisque dès qu'on va avoir une absorption de Na, on va avoir une sécrétion de K+, et cette expression des canaux va être stimulée par l'aldostérone, qui est une hormone liposoluble, donc qui peut rentrer dans la cellule et stimuler directement cette expression-là. On a une action opposée pour l'ANF qui, elle, n'est pas liposoluble et qui va rester à l'extérieur de la membrane et va avoir son effet sur un récepteur membranaire. Donc on a toujours une NAK-ATPase et on a aussi au niveau de ces cellules, donc pareil, l'ADH c'est une hormone plutôt hydrosoluble qui va rester à l'extérieur de la cellule et qui, quand elle est fixée à ces récepteurs, va stimuler l'expression d'aquaporine 2 au niveau de la membrane concomitante avec l'urine et qui va permettre la réabsorption d'eau.
Maintenant, on passe au niveau du tube collecteur ou du tube connecteur ou collecteur initial. Enfin, vous avez capté qu'il y avait plusieurs noms pour déterminer cette zone, donc on peut les retrouver dans cette zone-là. Les cellules A, donc comme disait Madame Catrozo, ça va acidifier l'urine. Donc on va avoir une entrée de H+ dans l'urine et une sortie de HCO3- et une rentrée de Cl- qui va rétrodiffuser directement au niveau basolatéral. On va aussi avoir une expression d'anticorps H+K+ au niveau de la membrane proche de l'urine qui va être stimulée en cas d'acidose métabolique. Maintenant, les cellules B, à l'inverse, vont basifier, alcaliniser l'urine. Donc l'antipore qu'on avait au basolatéral avant, on va se retrouver au niveau de la membrane proche de l'urine. Donc on va mettre du HCO3- dans l'urine et réabsorber du Cl- qui cette fois-ci va être réabsorbé au niveau de la membrane basolatérale. Et on a la H-ATPase qui était présente au niveau de l'urine dans la cellule A et qui maintenant est présente au niveau basolatéral. Donc tous ces H+, ils vont migrer vers la médullaire et vont rencontrer les NH3 qui étaient fort concentrés, comme je disais, au niveau de la médullaire et qui vont diffuser dans le tube collecteur et vont s'associer au H+ pour former du NH4+. Maintenant, on a une dernière cellule à voir qui est juste avant les calices. Donc cette cellule-là va présenter une H-ATPase encore et en présence d'ADH. Donc là, je l'ai mis dans la cellule, mais rappelez-vous, c'est hydrosoluble, donc ce sera au niveau d'un récepteur membranaire qu'elle aura son effet. Va permettre l'expression du transporteur UT1, qui lui va permettre la réabsorption d'urée. Et cette réabsorption d'urée, ensuite, elle va permettre du coup le gradient de concentration corticomédulaire, comme je disais tantôt. Et cette urée va ensuite revenir dans l'urine au niveau de transporteur UT2 qui est présent au niveau de la anse descendante. Voilà, c'est fini. J'espère que ces petites vidéos vous ont aidé à soit revoir la matière, soit comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Je vous souhaite bon courage pour la fin de la session et à plus dans le dragibus. Ciao!